Bonsoir et bienvenue à tous à la semaine de la rénovation 2021 organisée par la Maison de l'Habitat Caen-la-Mer. Pour rappel, la Maison de l'Habitat, c'est le guichet unique de la rénovation de Caen-la-Mer qui vous apporte des conseils et un accompagnement gratuit dans le cadre de votre rénovation. Ce soir, nous sommes ensemble pour un temps pour parler de la rénovation BBC, des copropriétés. Et en introduction de ce webinaire, nous souhaitons remercier les conseillers partenaires de la Maison de l'Habitat, Solial, CDHT et Biomasse Normandie pour leur participation à la semaine de la rénovation 2021. Ce soir, nous accueillons Nicolas de Biomasse Normandie, qui est le spécialiste local de la rénovation de la copropriété, et donc qui va nous parler effectivement de ce sujet. Avant de démarrer la présentation et de lui transmettre la parole, on vous rappelle quelques principes de fonctionnement sur le webinaire. Les webinaires sont enregistrés et les replays de ces webinaires seront disponibles sur le site de Caen-la-Mer, rubrique Habitat. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant, tout au long du webinaire, à partir de l'outil chat de Teams, dans l'onglet Conversation. Nous poserons toutes ces questions à la fin de la présentation à notre conseiller partenaire. Et dans la mesure du possible, nous répondrons au plus grand nombre. Si toutefois nous ne répondions pas à toutes les questions directement, on apportera une réponse plus tard et vous y accéderez a posteriori sur le site de Caen-la-Mer. Je transmets la parole à Nicolas, qui va donc aborder la question de la rénovation BBC en copropriété. Bonjour à tous, enfin bonsoir. Donc du coup, donc l'accompagnement des copropriétés, c'est un programme qui a été initié. C'est d'abord un programme expérimental qui a été initié effectivement dès 2013, qui a été reconduit une première fois, un programme qui a été financé par la ville de Caen, par l'ADEME et la région Normandie. Et l'idée, c'était de tester, voir si effectivement, en venant apporter de l'accompagnement, en venant apporter plus de pédagogie et mettre de l'huile dans les rouages, on arrivait effectivement à emmener les copropriétés vers une rénovation énergétique performante. Ce programme donc, a été reconduit une première fois. Après, il y a eu 2 années de transition où on l'a maintenu. Et maintenant, il est totalement intégré dans la plateforme, dans la maison de l'habitat de Caen-la-Mer. Les résultats des 6 premières années d'expérience ont montré que les copropriétés accompagnées sont 5 fois plus nombreuses à s'engager dans un projet de rénovation énergétique que les copropriétés non accompagnées. Donc, ce qui prouve que c'est utile, et donc c'est pourquoi ça a été reconduit. Alors, voilà un peu la trame de ce que je vais vous présenter ce soir. Donc, pourquoi rénover sa copropriété? Quels sont les freins? La question du temps, hein, prendre son temps, mais pas tant que ça, il y a des étapes à pas rater. Quel est le rôle des acteurs, hein, les différents acteurs qui vont intervenir dans une rénovation de copropriété? Et puis, on va après s'appuyer sur l'exemple de la copropriété Hastings Dunois, qui est en rénovation et qui va atteindre le niveau BBC. Et puis, ça va permettre de décliner les aides mobilisables en 2021. Alors, pourquoi rénover sa copropriété? Alors, il y a plein de raisons pour rénover son habitat, hein, mais ça va apporter du confort, ça va améliorer le lieu de vie, hein, ça va apporter du confort autant en hiver qu'en été, ça va permettre aussi un habitat plus sain. Alors, on va régler notamment avec la ventilation les problèmes de qualité de l'air intérieur. Ça va évidemment alléger les factures, hein, c'est ce qu'on attend d'une rénovation énergétique. Ça va augmenter, ça c'est important aussi, la valeur verte. Ce qu'on appelle la valeur verte, c'est la valeur du bien, c'est ce qui dépend en fait de la classe énergétique. On a une étude des notaires qui est actualisée tous les 2 ans et qui nous montre bien ça. En fait, ils comparent le prix de vente au mètre carré en fonction de l'étiquette énergie de différents biens dans toutes les régions de France, à partir des DPE, et ça montre bien que plus le bien est bien classé sur l'étiquette, plus il se vend cher au mètre carré. Et cette tendance, on voit qu'elle se renforce année après année. Aujourd'hui, voilà, si on veut garder juste en tête un grand chiffre, tout logement confondu, un saut d'une classe énergétique, c'est à peu près 5% sur le prix du bien. Après, effectivement, aujourd'hui, on a des mesures incitatives qui sont très intéressantes, comme je vais vous le montrer à la fin. Mais voilà, la tendance est toujours de faire des mesures incitatives au début pour que ça devienne ensuite réglementaire et obligatoire par la suite.
Donc effectivement, ça peut être l'occasion de se projeter aujourd'hui. La réduction de l'impact climatique, évidemment, c'est une bonne raison aussi. Les dispositifs financiers qui sont très favorables actuellement. Et puis, le fait qu'en copropriété, atteindre le niveau BBC, donc bâtiment basse consommation, ça va être moins coûteux qu'en maison individuelle. Alors, quels sont les freins, par contre? Les freins en copropriété, ils sont assez nombreux quand même, hein. C'est d'abord un projet collectif, donc il n'y a pas un décideur, il y a le syndicat des copropriétaires qui... Donc, il faut fédérer une majorité des copropriétaires. Et il faut aussi créer une dynamique de projet qui doit être portée par les copropriétaires eux-mêmes. Et ces copropriétaires doivent rester motivés sur un temps long, parce que vous allez voir juste après, ça prend du temps. Dans les autres freins, on a évidemment le montant global des travaux qui paraît énorme, hein. On arrive tout de suite en centaines de milliers d'euros, voire en millions. Et puis, on a aussi, beaucoup plus qu'en maison individuelle, des travaux induits et des frais annexes qui sont à prévoir et qui sont importants et qui ne sont pas forcément éligibles aux aides financières. Jusqu'en 2020, on avait un foisonnement d'aides financières qui était à calculer individuellement en fonction effectivement des situations de chaque copropriétaire, selon qu'on soit bailleur, propriétaire bailleur, copropriétaire occupant, que l'on soit aisé ou modeste. On n'allait pas chercher les mêmes dispositifs et c'était relativement compliqué d'être sûr des aides qu'on allait toucher à la fin. Et c'était assez incertain, en fait, d'évaluer le reste à charge et de s'engager vraiment dans le projet. Depuis le 1er janvier 2021, on a des aides qui sont collectives, que je vais vous expliquer, qui sont beaucoup plus lisibles et beaucoup plus simples à mobiliser. Alors, prendre son temps, mais pas tant que ça. Effectivement, une copropriété, elle prend en général une décision par an. Vous voyez toutes les étapes sur le graphique, toutes les étapes qu'il y a à franchir, depuis la simple réflexion, le lancement des études, audit énergétique ou DTG, diagnostic technique global, après les études de maîtrise d'œuvre pour concevoir le projet, éventuellement étudier différents scénarios, apprendre à toute la conception technique et financière du projet. Là aussi, il y a plusieurs votes qui peuvent intervenir pour choisir le ou les scénarios qui vont, enfin en tout cas le scénario définitif. On a des votes à chaque fois. Et donc si on vote une fois par an, ben, vous voyez, il faut au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans. La moyenne, c'est 5 ans pour lancer le chantier. Et après, ben, le temps du chantier qui peut être plus ou moins long, selon la taille de la copro puis l'envergure des travaux. Alors, le rôle des acteurs, ça, c'est assez important de bien identifier les acteurs qui vont être partie prenante du projet. Alors, d'abord, au sein de la copropriété, dans une organisation habituelle de copropriété, on a le syndic, qui est souvent professionnel, et dont le rôle est d'assurer la gestion administrative, technique et financière de la copropriété, et il est rémunéré pour ça. Le syndicat des copropriétaires, donc là, c'est l'ensemble des copropriétaires qui se réunit en AG une fois par an pour acter les décisions importantes. Et puis, le conseil syndical, ce sont des copropriétaires élus par l'Assemblée générale qui ont pour rôle d'assister le syndic et de contrôler sa gestion, puis de valider les décisions. Toujours au sein de la copropriété, quand on se met en mode projet de rénovation énergétique, il est intéressant d'ajouter deux acteurs au sein de la copropriété. D'abord, une commission de travaux. Donc, ce sont toujours des copropriétaires qui sont autour du conseil syndical. C'est le fait d'avoir dans la commission de travaux des copropriétaires qui ne sont pas forcément élus dans le conseil syndical, mais qui vont participer à toute la construction du projet et qui sont intéressés que par le suivi et la gestion de ce projet éventuellement. Mais une commission de travaux élargie, un conseil syndical élargi en commission de travaux, ça permet quand même de porter le projet de façon beaucoup plus concrète. Et puis un autre acteur qui est important, c'est le référent énergie. C'est la personne au sein de cette commission de travaux qui va être le lien avec tous les acteurs, qui va être le moteur, qui va apporter la dynamique et maintenir la dynamique. Dans les autres acteurs, vous allez au début du projet rencontrer un acteur important, c'est le bureau d'études thermiques. Son rôle au début du projet, ça va être au démarrage, ça va être de produire un audit thermique, donc une analyse complète du bâtiment ou des bâtiments,
avec des calculs, hein, et il va nous dire notamment, bah voilà, quand on chauffe l'immeuble, on a tant de pourcents d'énergie qui sort par le toit, tant qui sort par les murs, tant qui sort par les fenêtres, etc. Donc, ça permet de cibler les priorités, de dire, bah, voilà, si on veut faire des économies d'énergie, notre priorité, c'est ça. Ça permet aussi de définir déjà des grands scénarios de rénovation énergétique. Euh, voilà, c'est un acteur important. Et puis en phase de maîtrise d'œuvre, là, de nouveau, le bureau d'études, il va intervenir. Il va intervenir pour produire des calculs complémentaires, par exemple dimensionner une chaudière ou dimensionner un réseau de ventilation ou valider certains choix techniques, quel isolant, à quel endroit, quel type de mise en œuvre, quel impact ça a sur le gain énergétique. Et puis à la fin, il va justifier le gain énergétique par une étude réglementaire qui permet l'obtention des aides. Un autre acteur incontournable auquel on pense évidemment, c'est le maître d'œuvre. Donc son rôle, c'est de concevoir, de programmer et de suivre les travaux jusqu'à leur réception. Donc ça, son rôle se découpe en trois phases, hein. On a d'abord une phase de diagnostic préchiffrage. Donc là, il va étudier les forces, les faiblesses du bâtiment, les conjuguer avec les forces, les faiblesses thermiques identifiées dans l'audit. Éventuellement, les deux peuvent travailler ensemble. Et puis, il va établir un ou plusieurs scénarios de travaux qui vont répondre à la fois aux besoins d'entretien, parce que voilà, on peut avoir nécessité de refaire une ouverture ou de refaire un ravalement. C'est souvent ça d'ailleurs le point de départ. Et à la fois les priorités d'amélioration de la performance. À la fin de cette phase, il y a déjà un vote et un choix à faire, hein. Quel scénario on retient, quel programme de travaux on retient. Et à partir de là, il passe dans la phase de conception avancée et jusqu'à l'appel d'offres des entreprises. Donc voilà, on dit on va faire l'isolation extérieure, la couverture, le sous-sol, changer la chaudière, etc. Donc on définit le programme. Et puis là, il va traduire ça en éléments techniques. Il va dire si on isole par l'extérieur, c'est tel matériau, telle épaisseur, telle couleur sur le ravalement, etc. Donc tout ça est décrit après dans des documents techniques qui permettent, une fois validé par la commission de travaux, de faire un appel d'offres. Donc, il va solliciter un maçon, un façadier, un chauffagiste, etc. Les différents corps de métier, à chaque fois plusieurs entreprises pour chaque lot. Et puis, présenter à la fin dépouillement de l'appel d'offres, c'est-à-dire dire à la copropriété, voilà, j'ai consulté telle entreprise, celle-ci est la mieux disante pour tel poste, etc. Donc, il va aussi, dans cette phase-là, commencer à citer la copropriété pour les autorisations d'urbanisme, déclaration de travaux notamment. Et ensuite, la troisième phase, une fois qu'on vote les travaux, on passe en phase de coordination, suivi de chantier. Donc là, il va établir le planning, faire les réunions de chantier, suivre et piloter l'ensemble du chantier, assister à la copropriété sur la réception des travaux. Voilà, donc un rôle très important, évidemment. L'assistant à maîtrise d'ouvrage, donc là, en fait, c'est notre rôle, hein, le but, c'est de venir apporter, mettre de l'huile dans les rouages, c'est vraiment ça. On est là pour apporter un conseil neutre, méthodologique, c'est-à-dire aujourd'hui vous en êtes là, demain l'étape suivante c'est celle-ci, l'étape suivante ça sera celle-ci. Un conseil technique, hein, pour éclairer sur les choix techniques, les priorités de travaux, etc. Et un conseil financier tout au long du projet. On va aussi assister la commission de travaux pour la communication. La communication est très importante, hein, je vous l'ai exprimé au début. Il faut vraiment engager la copro dans un mouvement, dans une dynamique de projet, et il faut emmener tout le monde. Et donc, du coup, si les copropriétaires qui sont éloignés de la commission de travaux, ils ont juste une information dans la convocation de l'année, dans la convocation de l'Assemblée générale tous les ans, eh bien, ils ont l'impression que ça n'avance pas, ils ont l'impression qu'il ne se passe rien et que tous les ans, on leur reparle d'un truc qui est très loin. C'est très important d'avoir une communication en interne, mais également en externe. Il faut parler avec tous les acteurs que je vous ai décrits. Donc voilà, le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est aussi d'aider la copropriété et la commission de travaux à bien communiquer. Et puis le gros morceau, c'est toute l'ingénierie financière, hein, présenter les aides mobilisables, réaliser les plans de financement, assister le dépôt de demande de subvention. Voilà. Donc, ce rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage, pour les copropriétés de Camp-la-Mer, il peut être réalisé par un partenaire de la maison de l'habitat, donc soit Biomasse Normandie, soit Solia, selon le cas. Et dans ce cas-là, effectivement, cette mission est totalement financée par la collectivité et la région, et donc ça ne coûte rien à la copropriété. L'accompagnement qu'on nous propose se poursuit également jusqu'au suivi des consommations réelles après travaux. Les autres acteurs,
qui vont à un moment ou un autre intervenir dans un projet de rénovation des copropriétés. Le coordinateur sécurité, protection, santé, dès qu'on a deux entreprises qui interviennent sur un même chantier, il faut quelqu'un qui surveille, qui prévient les risques issus de la coactivité des entreprises. Éventuellement des bureaux de contrôle, les services urbanisme de la ville et l'architecte des bâtiments de France, évidemment, qui sont pas que là pour délivrer ou pas une autorisation, mais qui sont aussi à solliciter dès la phase de conception du projet pour garantir le respect de la valeur patrimoniale du bâtiment. Donc il ne faut pas hésiter à les solliciter bien en amont, plutôt que d'arriver avec un projet tout ficelé. Et puis évidemment les financeurs, alors les copropriétaires les verront peut-être pas directement, mais ils sont importants dans ce projet-là. Donc on a d'abord l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, la région Normandie, Caen-la-Mer, et puis ce qu'on appelle les obligés, ce sont les entreprises qui vendent de l'énergie. Je vais vous décrire tout à l'heure le dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui sont là aussi pour donner des aides. Alors l'exemple de la copropriété Astine-Dunois, qui est donc en cours de rénovation, le chantier est en cours en tout cas. Donc à l'état initial, donc c'est une copropriété des années 70, c'est un seul bâtiment qui a une forme en angle, un peu en L, 30 logements, 3 cages d'escalier. On a comme tous les bâtiments qui n'ont pas été rénovés depuis leur construction, les bâtiments des années 70, on n'avait pas beaucoup d'isolation, voire très très peu, donc un niveau d'isolation très faible à l'origine. Une absence de gros entretiens réguliers depuis longtemps, donc ça veut dire que le ravalement était à faire, mais la couverture était fatiguée aussi. Une qualité de l'air dégradée, ça s'est vu dans l'audit énergétique, il y a eu la pose de capteurs dans des logements témoins, dans certains logements, qui ont enregistré effectivement taux de CO2, taux d'humidité, taux de CO dans les logements. Et là, on a vu apparaître en fait des pics de pollution dans l'air intérieur qui étaient, a priori, en tout cas au niveau des horaires, ça correspondait au pic de circulation sur le boulevard. Dans les atouts, par contre, on avait une chaudière gaz récente de 2015 qui fonctionne bien, qui est bien, voilà. On avait des fenêtres à 80% changées en double vitrage. Et puis, on avait surtout un conseil syndical et un référent énergétique qui était très motivé, très moteur. Alors, le projet de travaux consiste techniquement en remplacement des portes d'entrée des cages d'escalier qui étaient vétustes. Réfection de la couverture, comme je vous ai dit, elle était fatiguée par absence d'entretien, mais du coup, c'était l'occasion de l'isoler totalement. La mise en place d'une ventilation mécanique collective pour régler aussi les problèmes de qualité de l'air. Et puis, de toute façon, si on isole, il faut ventiler, sinon ça ne marche pas. L'isolation du plafond des caves qui a été prévu. Le désembuage du circuit de chauffage, puisqu'il était un peu encrassé, donc il fallait bien nettoyer pour que l'eau circule bien dans les radiateurs. Le ravalement des façades avec l'isolation complète des murs par l'extérieur. Et puis la production d'eau chaude sanitaire qui était réalisée par des ballons électriques dans chaque appartement, donc tout ça, a été supprimé et l'eau chaude sanitaire est maintenant produite par la chaudière gaz. Donc ce projet répond à la fois aux nécessités de gros entretiens, ravalement, couverture, ventilation, c'était de toute façon une nécessité, mais il embarque aussi la performance énergétique. Alors voilà quelques photos pour vous montrer. Donc le chantier se déroule en 3 phases. Il y a eu d'abord l'échafaudage qui a été monté sur la rue d'Hastings avec une première tranche d'isolation extérieure, comme on voit sur la photo de droite. On voit bien le polystyrène qui est collé chevillé sur le mur. Et puis là, en ce moment, ils sont sur la face intérieure, côté cour, et puis la dernière tranche sera effectivement sur le pignon et le boulevard du Loing. Sur la photo du bas, ce que vous voyez aussi, vous voyez dans l'isolant, il y a une petite bande d'un isolant qui a une couleur différente. À chaque étage, en fait, c'est un petit détail technique, mais à chaque étage, en fait, on intercale une bande coupe-feu, puisque le polystyrène est potentiellement inflammable, donc on intercale une bande coupe-feu en laine de roche pour éviter la propagation du feu sur toute la hauteur du bâtiment. Donc ça, c'est réglementaire et c'est bien fait. Juste pour vous montrer les acteurs de ce projet, donc on a un syndic Aumont-Giron-Prairie bien connu sur Caen, le bureau d'études thermiques Énergie Conseil, pareil, qui est basé à Colombelles, l'architecte, il est de Caen, c'est l'architecte, l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ça a été réalisé
par notre structure, par Biomasse Normandie. Au niveau des professionnels, vous voyez, on a aussi, à la suite de l'appel d'offres, recruté des professionnels qui sont des locaux. Ce n'était pas un critère, mais c'est important de le dire. C'est des projets qui font travailler les acteurs locaux. Donc pour la couverture, c'est FHD, pour l'isolation des comptes, c'est Varin, l'échafaudage, c'est l'entreprise U, la ventilation, c'est ISS, Hygiène et Prévention, les portes d'entrée, c'est OALEC, la maçonnerie, édifice Cossé, la métallerie, Société Nouvelle de Métallerie, et plomberie, chauffage, le groupe Clévia, qui est GBRD. Donc c'est important aussi de montrer que ce sont des projets qui font travailler les entreprises et les acteurs locaux. Alors les grandes étapes du projet, hein, pour vous montrer la fresque, l'avancement du projet. Hein. Donc il y a eu déjà en 2015, il y a eu l'audit énergétique, suivi de très près par le diagnostic architectural, hein, donc le recrutement du maître d'œuvre, le premier diagnostic du bâtiment. En 2017, ils nous ont sollicité pour qu'on vienne jouer notre rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage. On a donc initié des réunions dédiées pour parler du projet en dehors des AG, puisque l'AG, c'est le lieu où on vote, pas forcément le lieu où on décide. En tout cas, pour bien décider, il faut avoir toutes les infos, et donc il faut prendre le temps d'avoir ces infos. Et puis c'est après, dans ces réunions, qu'on a créé la commission de travaux, qui s'est réunie plusieurs fois, qui a permis effectivement l'étude de différents scénarios, les optimisations techniques, financières, etc. En 2019, le projet était prêt techniquement, financièrement. Hein. En 2019, quand la maire a voté un dispositif expérimental d'aide financière à la rénovation BBC des copropriétés, à hauteur de 500 € par logement, je vais vous expliquer tout à l'heure que ce dispositif est maintenant passé sur un dispositif qui est moins expérimental. Et c'est ça qui a permis de déclencher l'aide de la région et de faire que le plan de financement du scénario BBC était plus avantageux. Et donc, ils ont voté en 2019 le scénario BBC. En 2020, le chantier a débuté avec un peu de retard lié à la pandémie. Et vous voyez, c'est quand même un temps long, hein, 5 ans pour débuter le chantier dans ce cas précis. Alors, pour vous montrer un peu les coûts des projets, avant de vous montrer les aides, hein, ce que ça représente, quand je vous parlais tout à l'heure de coûts collectifs qui peuvent paraître énormes, hein, on est dans la rénovation de 30 logements, on est à plus de 900 000 €, qui se répartissent en des travaux collectifs d'entretien du bâtiment. Donc ça, ce sont des travaux, c'est la couverture, c'est le ravagement, c'est des travaux que de toute façon, il fallait faire, avec ou sans isolation, il fallait les faire. On a ensuite les travaux collectifs d'économie d'énergie. Donc ça, c'est l'isolation extérieure, c'est l'isolation de la toiture, l'isolation des caves. Après, on a les travaux de chauffage. Hein, donc, la chaudière était déjà changée, mais c'était le fait d'enlever les ballons pour passer sur la chaufferie gaz, le chaud sanitaire. Et puis les frais annexes, les frais d'études et de maîtrise d'œuvre. Donc effectivement, il y a beaucoup de frais auxquels on ne pense pas, mais il y a déjà une assurance, le dommage ouvrage, il y a les frais de syndic, il y a les frais de maîtrise d'œuvre, il y a les frais du coordinateur sécurité du CSPS, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, éventuellement les frais d'études complémentaires par le bureau d'études. On peut avoir des constats d'huissier avant, après chantier. Enfin, voilà, il y a beaucoup de frais annexes qui viennent s'ajouter, ce qu'on n'a pas forcément en maison individuelle. Au milieu, vous avez la colonne du milieu, hein, vous avez la répartition de ces coûts pour un appartement médian. Donc en fait, c'est la moyenne des tantièmes des appartements. C'est un appartement fictif, hein, qui n'existe pas, mais voilà ce que ça représentait pour un appartement moyen dans cette copropriété. Donc ils se sont quand même engagés, ils ont voté pour un projet, voilà, à hauteur à peu près de 30 000 € de dépenses par logement. Alors, comme je vous le disais en intro, hein, avant 2021, les aides, c'était des aides individuelles, il fallait calculer le plan de financement de chacun. Et donc, on avait des cas bien différents. Donc, là, j'ai mis quatre cas types. Hein. Le propriétaire occupant intermédiaire ou aisé au niveau de ses revenus, donc qui pouvait bénéficier, tout le monde bénéficie de la TVA 5.5 sur les travaux d'économie d'énergie, mais qui bénéficiait du crédit d'impôt, des certificats d'économie d'énergie, l'aide de Camps-la-Mer et de la région, donc c'était 4 000 de la région et 500 de Camps-la-Mer à l'époque. L'exonération de taxes foncières, donc ça c'est un dispositif de la ville de Caen qui permet d'être exonéré d'une partie de la part communale de la taxe foncière pendant un certain nombre d'années.
À l'époque, c'était 5, maintenant c'est 3, je crois. Et puis donc ce propriétaire occupant qui n'est pas modeste, donc il n'a pas accès aux aides de l'ANA. Et donc voilà, les gens dans cette situation se sont engagés avec 33% d'aide, ils se sont engagés du coup sur un reste à charge à hauteur à peu près de 20 000 euros. Propriétaires occupants éligibles aux aides de l'ANA, eux, ils ont eu accès, comme vous le voyez, en plus aux aides de l'ANA. Donc pour eux, le projet BBC était moins coûteux que le projet simple ravalement, couverture et ventilation, qui était la version simple. Les propriétaires bailleurs ou les SCI, effectivement, ils peuvent faire le choix dans ces cas-là de conventionner avec l'ANA pour avoir un loyer plafonné mais des aides financières en échange, ou de rester en loyer libre. Et dans ces cas-là, ils n'ont pas accès aux aides de l'ANA. Vous voyez un peu la répartition des coûts. Et puis les mensualités d'emprunt que vous avez en dessous, hein, ce sont les mensualités de l'emprunt collectif, selon que l'on emprunte la somme sur 15, 10 ou 5 ans. Et les baisses de charges qui sont estimées à 60 euros par mois. Alors en 2021, si ce projet sortait en 2021, il aurait un plan de financement un peu différent, puisque aujourd'hui, on a des aides collectives sur la rénovation des copropriétés. La base, c'est d'aller chercher effectivement au moins un programme de travaux avec 35% d'économie d'énergie. Vous allez voir, si on est en dessous de 35, on n'a pas beaucoup d'aides. Si on passe la barre des 35, on commence à aller chercher des aides vraiment intéressantes. Donc au niveau national, c'est MaPrimeRénov' CoPro. L'intérêt, c'est que c'est complètement indépendant c'est une aide collective, c'est complètement indépendant du statut, c'est-à-dire occupant bailleur et des revenus des copropriétaires. C'est une aide, c'est un forfait par logement. Donc, se calcule vraiment. Donc, on prend 25% du montant des travaux éligibles, hein, les travaux d'économie d'énergie hors taxe, avec un maximum de 3 750 euros par logement d'aide. On a des bonifications qui peuvent s'ajouter à ce montant, à ce socle. Une bonification sortie de passoire, donc là, c'est quand le bâtiment il est en F ou en G, donc très mal noté sur l'étiquette énergie au début, et puis du coup, qu'on le sort de son statut de passoire thermique, donc là, on a plus 500 euros par logement. Et puis, si on l'amène au niveau BBC, au niveau bâtiment basse consommation, on a de nouveau plus 500 euros par logement. Et puis, on a des bonifications individuelles, selon que les ménages sont modestes ou très modestes. Ces ménages-là vont avoir une surprise. Pour mobiliser cette aide, l'AMO est obligatoire, donc le recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage est obligatoire. Et puis, comme vous allez le voir, pour les copropriétés dites fragiles, il y a une surprime, donc il y a des critères de fragilité de l'ANA qui permettent d'aller chercher éventuellement une surprime. Au niveau local, on a un duo d'aide qui fonctionne ensemble sur le même règlement, avec les mêmes objectifs. C'est la région Normandie et Caen la Mer qui ont mis en place deux programmes qui vont ensemble. Là, on a deux niveaux de performance, 35% d'économie d'énergie, ou le deuxième niveau, c'est soit 60% d'économie d'énergie, soit bâtiment basse consommation, soit on arrive au niveau BBC rénovation. Une nouvelle fois, c'est une aide collective indépendante du statut et des revenus des copropriétaires. C'est toujours un forfait par logement. Par contre, là, on a des exigences techniques supérieures. Hein. Ce qu'on vise, c'est des travaux BBC compatibles. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est au niveau BBC, même si on ne va pas jusqu'au niveau BBC, même si on fait un projet à 40% avec, je sais pas moi, que l'isolation des murs, par exemple, ou que l'isolation des murs et la ventilation, parce que ça va ensemble. On n'atteint pas le niveau BBC tout de suite, mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est au niveau BBC, on n'a pas besoin d'y revenir. Si on veut atteindre le niveau BBC plus tard, il faudra faire les travaux suivants pour l'atteindre, mais on n'aura pas besoin de retoucher ce qu'on finance aujourd'hui. Donc ça nécessite effectivement d'aller un petit peu plus loin d'un point de vue technique. Dans ce cadre-là, l'AMO est financée par Caen la Mer, puisqu'elle est forcément réalisée par un partenaire de la maison de l'habitat. Et puis les copropriétés fragiles ont un dispositif un peu différent avec un abonnement spécifique. Au niveau, ce tableau regroupe les dispositifs que je viens de vous citer pour effectivement les copropriétés saines, entre guillemets. Donc, comme vous voyez, hein, la première colonne, hein, si on a un projet à moins de 35% d'économie d'énergie, on n'a pas MaPrimeRénov', on n'a pas les primes, on n'a pas les bonus, on n'a pas les aides de Caen la Mer et de la région, on a uniquement les certificats d'économie d'énergie. Donc les aides des grandes entreprises qui vendent de l'énergie.
Si on passe le cap des 35%, bah là, on va déclencher ma prime rénov, éventuellement les bonus selon les situations, les aides individuelles, comme je vous disais, hein, les ménages modestes ont 750 euros de plus, les ménages très modestes ont 1500 euros de plus. On a toujours les certificats d'économie d'énergie. Et puis les aides locales. Si on est à 35% d'économie d'énergie, quand la mer met 1000 euros par logement, la région met 2000. Et si on est à 60% ou BBC, quand la mer met 2000 et la région met 4000. Pour les copropriétés fragiles, alors fragiles, il y a des critères de fragilité qui sont à étudier en amont du projet. Le critère principal, c'est un taux d'impayé supérieur à 8% sur au moins 2 exercices. Et dans ces cas-là, effectivement, eh bien, ma prime rénov copro fragile va permettre d'aller chercher une surprime qui va être de 3 000 euros par logement. Par contre, dans ces cas-là, l'ANA récupère les aides des fournisseurs d'énergie, les certificats d'économie, et donc on n'a pas les certificats. Mais globalement, c'est quand même beaucoup plus intéressant a priori. Et puis les aides de Caen-la-Mer, les aides de la région sont identiques, mais les aides de Caen-la-Mer, vous voyez, sont un peu différentes dans ces cas-là. C'est 5% du montant des travaux hors taxes, avec un plafond de 10 000 euros pris en compte par logement. Je crois que j'en ai fini avec ma présentation. On va passer, je pense, aux questions. C'est ça, donc merci Nicolas pour cette présentation. On va prendre pour les questions qui ont été posées par les internautes qui nous suivent. Une première question sur quelque chose qui a déjà été abordé dans la présentation, et quel accompagnement possible en assistance à maîtrise d'ouvrage, comment ça se passe, comment se passent les premiers contacts, qu'est-ce qui s'établit au début entre le conseiller, l'accompagnement et les copropriétaires. En général, comment commencent les premiers contacts? Les premiers contacts, ça peut être soit la copropriété qui vient d'un copropriétaire lambda ou un membre du conseil syndical qui nous interpelle directement ou qui passe par la maison de l'habitat pour savoir quelles aides ils peuvent avoir ou comment ça peut avancer. Ça peut être aussi les syndics qui nous connaissent sur la place Canès, certains ont pris leurs habitudes. Et voilà, quand la copropriété interroge son syndic sur quelle aide on peut avoir si on fait une isolation extérieure, souvent c'est le cas assez classique, et ben, les syndics ont l'habitude, ils passent un coup de fil et puis on provoque une visite. Donc, le premier temps d'échange, souvent, c'est une visite sur place pour faire connaissance, pour voir le bâtiment, pour regarder, pour voir la chaufferie, les combles. Voilà, il y a une première visite. À ce moment-là, après, on récupère des pièces administratives qui nous permettent d'identifier assez rapidement, le plus rapidement possible, si la copropriété répond aux critères de fragilité de l'ANA ou pas. Si elle y répond, c'est notre partenaire Solia Territoire Normandie qui va prendre en main l'accompagnement, toute la MO. Et si elle n'y répond pas, c'est Biomasse Normandie qui va s'en occuper. Okay. Une autre question qui a été posée, la durée d'amortissement en moyenne. Durée d'amortissement en moyenne. Alors ça, c'est toujours très compliqué à répondre, ça dépend vraiment de la situation de départ. Et ça dépend d'un facteur qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est l'évolution du coût de l'énergie. Donc, ces projections en temps de retour brut ou temps de retour corrigé, c'est toujours très difficile et c'est toujours un faux calcul. Et puis, j'ai envie de vous dire, quand vous faites la vidange de votre voiture, vous ne réfléchissez pas en temps d'amortissement. Vous le faites parce qu'il faut le faire, il faut l'entretenir. Et donc, à un moment donné, c'est pas un critère important pour se lancer dans une rénovation, parce que de toute façon, le calcul est faux. Donc, il y a effectivement des économies d'énergie qui se calculent. Voilà, après, quand on fait mais ça dépend vraiment d'où on part, en fait. Si on part du fioul, qui est une énergie chère, ou de l'électrique, qui est une énergie chère, ou si on est déjà au gaz, l'amortissement ne va pas être le même, alors qu'on va faire des travaux sur le bâtiment qui vont être identiques. Donc, c'est vraiment ça, c'est calculé dès le départ dans l'audit, c'est actualisé au fur et à mesure, mais franchement, on fait une rénovation pour améliorer son bien, pour améliorer son confort, mais ce n'est pas un critère de choix qui est pertinent, le calcul il faut. Okay.
Une remarque suite à un contact avec la maison de l'habitat et un formulaire renseigné, ça c'est les modalités effectivement de première prise de renseignements. La question, quand est-ce que la personne va être contactée pour la visite? Oui, oui, tout à fait. C'est l'idée, effectivement. J'ai peut-être pas eu le temps de rappeler encore cette personne, mais c'est Madame Fossé, c'est ça? Effectivement, oui, c'est prévu, effectivement, il faut qu'on ait un échange téléphonique pour programmer la visite et puis recroiser peut-être avec votre syndic pour qu'il y ait à la fois des membres du conseil syndical, le syndic, si possible, si c'est une chaufferie collective, qu'on puisse voir la chaufferie également, visiter voilà, toutes les parties communes accessibles, les caves, les combles, etc. Et oui, c'est prévu. Très bien. À quel moment sont versées les aides financières? En général, est-ce que... Alors ça, c'est important parce que effectivement, il y a le reste à charge, mais il y a aussi les appels de fonds, à quel moment, comment on finance le projet. Les aides financières que je vous ai citées tout de suite, que ce soit l'aide nationale, MaPrimeRénov' CoPro ou les aides locales, Camp la Mer et région, ce sont des aides qui sont versées à la fin des travaux sur présentation des factures. Les factures devront correspondre aux travaux qui étaient programmés pour atteindre le gain énergétique. Donc effectivement, il y a une question de flux de trésorerie, hein, on touche les subventions à la fin, et il faut quand même payer les travaux avant. Donc, ça, c'est une question importante. Et est-ce qu'il y a des solutions de prêt qui sont envisageables justement pour dans ces situations? Mais oui, c'est la solution, hein, effectivement. L'idée, c'est d'avoir alors, c'est d'avoir une solution de préfinancement des aides, hein, que ce soit sous forme d'un prêt collectif. C'est souvent sous forme d'un prêt collectif, c'est-à-dire un prêt collectif, c'est-à-dire c'est la copropriété qui emprunte. Chaque copropriétaire ensuite est invité à souscrire au prêt collectif ou non. C'est comme on veut. On peut emprunter la totalité de sa quote-part ou juste ce dont on a besoin une fois qu'on a sorti son épargne. Voilà, c'est très libre. Par contre, effectivement, vous n'êtes pas solidaire de votre voisin qui arrêterait de payer son prêt. En même temps que vous remboursez vos mensualités, hein, vous remboursez le capital et le taux d'intérêt et les intérêts. En même temps que vous remboursez ça, vous cotisez à un fonds de garantie collectif qui est mutualisé sur l'ensemble des banques, enfin, du réseau bancaire qui propose ce type de prêt. Et du coup, s'il y a des impayés, c'est le fonds de garantie qui le prend en charge. Vous n'êtes pas solidaire du voisin qui ne paye pas. L'autre intérêt aussi, c'est que c'est l'entité qui emprunte, c'est la copropriété. Et donc, c'est beaucoup plus souple d'accès pour les personnes, notamment les personnes âgées qui ont du mal à accéder à l'emprunt parce que le questionnaire de santé, assurance exorbitante, etc. Là, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile d'accéder à ces emprunts. Après, pour les copropriétés fragiles, hein, qui rentrent dans les critères de fragilité de l'ANA, il y a aussi des dispositifs spécifiques pour accompagner ces copropriétés avec des organismes qui sont dédiés pour faire de l'avance de trésorerie, etc. Très bien. Une autre question qui a été posée, 75% de l'eau en habitation principale. Qu'entend-on par là? Est-ce que ça concerne les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants? Oui, c'est tous les logements qui sont utilisés, qui sont à l'usage d'habitation principale. C'est-à-dire que si vous avez une copro de 4 étages dont tout le rez-de-chaussée est en magasin, hein, comme on a beaucoup en centre-ville, eh bien, on va avoir que les 3 étages, enfin, vous voyez, ça fait une proportion de logement par rapport aux proportions de commerce. Il faut que cette proportion soit supérieure à 75% pour mobiliser les aides. Mais voilà, après, si vous voulez, ça exclut des dispositifs les copropriétés uniquement de bureaux, par exemple. Il y en a, elles sont nombreuses aussi, mais elles ne sont pas concernées par ces dispositifs-là. Très bien, merci pour ces précisions. Nous allons terminer ce webinaire sur cette question, si vous le voulez bien. Pour rappel, le webinaire sera disponible en replay sur le site de la Maison de l'Habitat. Vous pouvez nous adresser vos demandes au sujet de la rénovation. Nous vous répondrons. Et le principe, c'est que sur des accompagnements, effectivement, sur les copropriétés, vous êtes suivi par les structures partenaires de la Maison de l'Habitat qui peuvent vous accompagner effectivement sur vos projets et vous renseigner de manière globale.
On vous rappelle aussi qu'il y a des permanences qui sont disponibles au sein de la Maison de l'Habitat, au sein des communes membres de Camp-la-Mer. Vous pouvez rencontrer les conseillers partenaires. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Sachez également, pour terminer, qu'il y a en fin de semaine, samedi, des visites de site, une visite de rénovation de maison BBC, une visite de maison individuelle. Alors, ça concerne moins le collectif, mais si vous avez un intérêt effectivement pour ces sujets, vous pouvez nous rejoindre sur ces visites en nous contactant directement à la Maison de l'Habitat. Bonne soirée.